Bien, bonjour à tous. Effectivement, je remercie l'IFEC et Nicolas et puis pour leur professionnalisme parce que un de mes métiers c'est de monter des événementiels. Je considère vraiment que c'est très bien organisé jusqu'à présent, pourvu que ça dure. Voilà, et je remercie aussi d'avoir mis un homme dans la programmation, moi, puisque j'ai constaté que c'était très féminin. Il y avait des quotas. Il y avait des quotas, d'accord. Bien, je vais avoir le plaisir de vous présenter ce sujet qui est peut-être une idée un peu saugrenue et je voulais vous la partager, vous la soumettre tout simplement. Alors, un livre blanc, je vais vous présenter en quelques mots ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Et vous allez comprendre très vite, déjà je vais me présenter, vous allez comprendre très vite pourquoi je pose cette question. Alors d'abord, je vais donc me présenter et préciser que je ne suis pas un thérapeute, ni un équithérapeute, ni un équicien, ni tous les termes qu'on attribue dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui. Je suis plutôt dans mon métier un organisateur déjà d'événementiel. Depuis 20 ans, Sciences et Société, donc j'ai l'occasion d'animer des débats autour de la recherche scientifique et des questions qu'elle soulève pour la société, avec jusqu'à des prix Nobel qui viennent partager leurs questionnements et l'évolution de leurs recherches. Alors vous voyez que vous commencez à avoir le lien avec l'équithérapie, une avancée de la connaissance qui produit des questionnements, comment cette connaissance, on va pouvoir en faire bénéficier la société. Et je peux vous assurer que c'est pas simple dans beaucoup de domaines. Je suis également, je coordonne également un grand programme euro-méditerranéen sur la transition du tourisme avec la Banque mondiale. Enfin, il y a beaucoup d'organisations. Et là aussi, intervient la question du livre blanc, puisque ce tourisme massif qui pose énormément de problèmes, notamment sur la Méditerranée, il faut en faire un facteur de développement durable. Je ne suis pas venu là pour faire une conférence là-dessus, mais ça nécessite énormément d'interrogations. Nous sommes dans l'inconnu total et il y a beaucoup de choses à faire. Et évidemment, on peut voir le lien déjà avec l'équithérapie. Et puis, le lien direct, je préside l'association Le Passage depuis 1 an, qui se situe à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Alors là, l'histoire commence avec l'équithérapie. Cette charmante personne en bleu, Lina Rossetti, est ma compagne de vie et s'est lancée dans l'équithérapie, dans la formation en équithérapie il y a 3 ans. Elle m'a initié à l'équithérapie et a soulevé énormément de problèmes qu'elle me faisait partager à travers cette pratique qui est très très intéressante. Et dans les Alpes-Maritimes, c'était quand même relativement balbutiant, pour ne pas dire où il n'y avait rien du tout. Donc du coup, Lina a monté l'association Le Passage, que je préside, et depuis quelques mois, nous sommes en train de structurer l'équithérapie dans les Alpes-Maritimes, avec les autorités, si possible médicales, sanitaires, et dans un domaine particulier qui est celui notamment, pour commencer, de l'enfance et des enfants autistes. Voilà pourquoi j'interviens aussi dans cette partie du programme. Et là, effectivement, s'est imposé progressivement à mon esprit l'idée d'un livre blanc, comme dans mon programme euro-méditerranéen sur la transition du tourisme, que je voulais vous faire partager avec des premiers questionnements. Voilà, je n'ai aucune vérité, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir si la thérapie avec le cheval ne doit pas changer de division, et si elle n'est pas suffisamment mature aujourd'hui pour ne pas se circonscrire à des expériences locales, un peu distribuées un peu partout, et si elle ne peut pas s'organiser et s'imposer comme soin complémentaire véritablement à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale. Donc la première définition du livre blanc, c'est que, bon, vous avez une définition que j'ai recueillie, il y en a quelques-unes, c'est un recueil d'informations objectives et factuelles destinées à un public déterminé. Alors là, on peut l'imaginer vis-à-vis du ministère de la Santé, pour l'amener à prendre une décision sur un sujet particulier. Ça veut dire déjà être en capacité d'avoir un recueil d'informations. Je ne sais pas si au niveau français, au niveau, alors je parle d'équithérapie, excusez-moi, je sais qu'il y a plusieurs définitions, donc pardon docteur Laurence Amery, mais l'équithérapie a-t-elle les moyens de rassembler des informations qui pourront animer ce livre blanc? La deuxième indicateur du livre blanc, c'est que c'est un véritable outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer que quand on rédige un livre blanc,
les autorités qui ont ce livre blanc vont avoir des informations qu'elles n'ont pas de par leur entourage, ou qu'elles n'ont même pas cherché à avoir d'ailleurs, et ça va être un élément complémentaire ou supplémentaire leur permettant de réfléchir sur une action qui peut être une loi, qui peut être une prise de décision importante par rapport à ce sujet-là. D'où la conclusion de l'impact. C'est vrai que la pertinence de ce document sera d'autant plus importante qu'elle permettra de répondre à l'avance à des questions qu'il aura soulevées. Donc il faut amener des éléments de réponse dans le livre blanc, évidemment, et ne pas laisser en suspens les questions. Alors pourquoi maintenant un livre blanc sur l'équithérapie? Moi je suis parti d'un triple constat. Il y a déjà, incontestablement, alors c'est vrai pour l'autisme, un nombre croissant de diagnostics de personnes qui sont atteintes de handicap, d'autisme. Je ne dis pas qu'il y a plus d'autisme qu'avant, je ne dis pas qu'il y a plus d'handicapés, mais en tout cas, les diagnostics ont progressé. Moi, je prétends quand même qu'il y a de plus en plus d'autisme et on ne sait pas effectivement d'où ça vient. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de plans, d'actions, de programmes qui sont mis en place. Et je pense évidemment que l'équithérapie a tout à fait sa place là-dedans. Ensuite, eh bien justement, les thérapies incluant la médiation équine dans le monde et en France se développent. Et là, je voudrais vraiment faire référence à quelque chose qui m'a motivé dans le questionnement du livre blanc. Vous allez pouvoir l'entendre et ne le ratez vraiment pas cet après-midi, c'est le docteur Laurent Samery qui sort un livre qui est donc sur l'enfance autisme et la thérapie, par la médiation du cheval. Et je crois que ce livre est fondateur de beaucoup de choses. À ce stade-là, il manquait en tout cas. Elle vous le présentera bien sûr mieux que moi, mais en tout cas, elle a été capable de rassembler des dizaines de publications dans le monde récentes permettant de montrer qu'il y a des bénéfices par le cheval, donc par la médiation équine, pour des enfants autistes. Je dois vous dire que la première fois que je me suis entretenu avec une autorité de l'autisme dans les Alpes-Maritimes sur cette question, au téléphone, cette personne a rejeté d'emblée l'équithérapie en me disant « si vous l'intégrez dans les Alpes-Maritimes comme un loisir, comme vraiment quelque chose de sympathique, alors je vous soutiendrai. Si avec votre association Le Passage, vous prétendez faire de la thérapie, vous m'aurez en face de vous. » Voilà. Et il a rajouté, parce que toutes les publications scientifiques dans le monde rapportent que l'équithérapie n'a aucun bénéfice pour les enfants autistes. C'est franchement, j'aimerais bien les avoir, parce que je ne les ai pas. Je lui ai réclamé, il ne me les a pas envoyés. Mais ça a été déclencheur aussi pour moi, parce que cette idée reçue, elle est quand même, je pense, assez répandue parmi les autorités. Et on a vu tout à l'heure dans l'exposé chez les militaires que c'est le bof, quoi. Voilà, bon, il y en a qui se la pètent encore en mettant thérapie derrière Iki. C'est comme le développement durable, vous voyez, on met du durable un peu partout. Je pense que non. Et quand on a des travaux comme ceux du docteur Amery et d'autres, bien sûr, qu'elle fait converger, les siens propres, je crois qu'on a la chance d'avoir quand même une belle ressource pour travailler et au niveau d'un livre blanc et de se coordonner tous ensemble pour monter quelque chose. Voilà. Et le troisième constat qui part du livre blanc, c'est le fait qu'incontestablement la structuration à l'échelle nationale de l'équithérapie manque. Alors l'IFEC, il y a des organismes de formation tout à fait intéressants, et l'IFEC bien sûr en fait partie, sinon je vais me faire virer, donc je ne peux pas dire le contraire. Non, mais en tout cas c'est tout à fait intéressant. Mais au niveau, à l'échelle nationale, qui fait quoi? Comment, quelles sont les limites de tout ce qui se fait au niveau opérationnel sur le terrain? Est-ce qu'on partage avec l'étranger? Comment les Allemands, les Suisses, les Américains travaillent, les Israéliens? Dans quel domaine? Voilà, tout ça, on est quand même complètement dans l'inconnu. Alors pour moi, je pose 3 enjeux, il y en a peut-être d'autres, mais le premier, c'est commencer par s'entendre sur la définition de ce qu'on appelle équithérapie, parce que là j'ai rencontré quand même différents types de définitions, et bien discriminer son champ d'action. Est-ce que l'équithérapie peut intervenir sur le bien-être personnel, jusqu'à quoi? L'autisme, quel type de handicap,
quel type de handicap ne peut pas répondre à l'équithérapie. Moi, je n'en sais rien. Et j'aimerais bien le savoir, et j'aimerais bien que les autorités, quand elles seront informées, soient bien informées à ce niveau-là. Et je ne suis pas certain qu'on soit tous d'accord dans la salle sur rien que ce premier enjeu. Ensuite, il faut, je le pense vraiment, pouvoir faire rentrer tous les types de formations d'équithérapie, le faire reconnaître par un diplôme universitaire. Je pense que là aussi, ça veut dire augmenter en crédibilité par rapport à l'équithérapie, mais c'est lui donner une sorte de reconnaissance qui a ses défauts, mais qui aurait ses avantages et qui permettrait d'homogénéiser aussi les types de formations, ce qui ne retire rien à ce qui se fait, encore une fois, de manière privée, mais je pense que cette reconnaissance sera importante pour les autorités politiques. Enfin, je pense qu'il faut absolument que tous ceux qui pratiquent la médiation avec le cheval dans la thérapie puissent travailler ensemble, s'organiser et s'appuyer sur des expériences qu'ils puissent partager. C'est, je vous assure, des axes qui ressemblent beaucoup à ce que je monte au niveau international avec la transition du tourisme. C'est apprendre déjà à travailler et reconnaître ses limites. Vraiment. On n'a pas de vérité dans ce domaine, c'est balbutiant, c'est formidablement intéressant. Il y a vraiment des choses intéressantes. L'INA, qui vous présentera ses travaux, a commencé de manière très très concrète depuis 2 mois, avec des résultats qui dépassent tout ce qu'on pouvait espérer. Je dois dire que je suis le premier critique de ce que fait l'INA. Je suis très attentif et je suis aussi assez médusé par rapport au retour des parents et des enfants qu'elle a, déjà qui ne sont que autistes. Hein, donc vraiment pas les cas les plus faciles non plus, avec un spectre autistique très très large. Hein. Et ça, je crois qu'on en parlera plus tard dans le programme. Donc, les 3 problématiques, ça, c'est ma formation Sciences Po, mais c'est comment mutualiser les expériences en équithérapie et dans quel but. Comment on fait pour rassembler toutes les expériences, toutes les données qu'on a, y compris à l'international, et pas seulement en anglais, mais aussi pour les Français, les francophones qui ne parlent pas anglais, parce qu'il existe déjà des choses, mais est-ce que des gens qui veulent se lancer dans la thérapie avec le cheval en France peuvent bénéficier d'une base de données, puissent s'appuyer sur des expériences reconnues en France. Voilà. Et puis pourquoi faire tout ça? Deuxième question, je suis désolé parce qu'il y a un décalage entre l'écran et je regarde. Donc comment organiser les équithérapeutes et accroître la crédibilité du secteur? Voilà. Comment on organise ça? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une fédération? Est-ce que... Voilà, toutes ces questions-là qui se posent. Et ça n'existe pas actuellement, à ma connaissance. Quelle perspective d'évolution des pratiques d'équithérapeute? Voilà. On est à un niveau de pratique. Je crois que tout le monde pratique un petit peu suite aux formations qu'il a eues. Il y a plusieurs types de formations, donc pratique sa méthode, son évaluation quand il y en a. Et ce n'est pas souvent le cas, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut imaginer rassembler ça et co-construire ensemble quelque chose de cohérent? Alors les 3 réponses que je propose, c'est qu'il faut absolument aujourd'hui exploiter les avancées, les développements du numérique, du web. On ne peut pas se passer aujourd'hui du web. Et je vous assure que j'ai le téléphone le plus ancien qui puisse exister, que j'ai énormément de balles sur l'informatique. Je suis entouré, c'est vrai, dans mon travail de beaucoup de geeks, mais je ne comprends rien ce qu'ils me racontent d'ailleurs, mais en tout cas j'ai bien compris que les potentiels sont énormes. Vous voyez bien que l'économie collaborative entre en scène, qu'elle bouscule les institutions dans beaucoup de secteurs économiques. Aujourd'hui, Airbnb, par exemple, dans le tourisme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a complètement envahi le champ du tourisme. On ne peut plus se passer de ça. On a aujourd'hui des potentiels très très simples et faciles et pas chers d'accès. Il faut qu'on puisse avoir le moyen de savoir qui fait quoi à droite et à gauche et rassembler des données sur Internet. Déjà, c'est une première base d'information. Voilà le livre blanc, ce que je propose encore une fois, de ce qui puisse avancer. Ensuite de ça, l'idée de créer un syndicat. Bon, c'est vrai que j'ai pu discuter avec des gens comme Nicolas, mais l'idée de cette structure, de répondre à ce deuxième défi, comment organiser les équithérapeutes. Est-ce qu'on peut imaginer, sans s'étriper, monter une organisation, alors un syndicat ou un autre mot, quelque chose qui puisse fédérer, et à partir de cette organisation, que les nouveaux candidats, que les gens qui vont être incités à se lancer dans l'équithérapie puissent se référer à cette structure et que les institutions, le gouvernement, notamment les autorités sanitaires, puissent également s'appuyer sur quelque chose en France et puis à l'étranger,
qu'on puisse aujourd'hui se tourner vers une structure qui puisse être référente et qui ne soit pas en train de dire c'est moi qui détiens la vérité, c'est pas l'autre, etc. Pas facile, hein, mais en tout cas, on peut imaginer essayer d'apporter un début de réponse. Et puis je le crois vraiment, bon, évidemment, je suis un peu influencé par l'INA, mais je crois vraiment, c'est vrai dans d'autres secteurs, qu'il faut être capable d'avoir une grille d'évaluation commune. Je pense que ça devient intolérable. Je vous assure que j'ai rencontré des gens qui pratiquent, qui prétendent pratiquer l'équithérapie, qui disent, moi j'ai eu une réponse d'une personne, notamment dans le Sud, qui m'a dit, j'ai pas besoin de grille d'évaluation, ça se sent, les progrès. Mais alors le ça se sent au niveau ministériel, si vous voulez, ça va pas le faire du tout. Et puis le ça se sent, ça reste très très subjectif. Donc je reconnais que ça a ses limites, une grille d'évaluation. Mais si on pouvait se mettre d'accord sur une base de grille d'évaluation, à partir de laquelle on peut analyser un minimum de progrès chez les patients qui pratiquent la thérapie avec le cheval, ça serait bien. Comment, je ne sais pas. Sur quel type d'indicateur, je n'en sais rien. En tout cas, l'INA a travaillé déjà et elle vous le présentera sur quelques idées. Je crois que ça serait très intéressant que ce livre blanc puisse intégrer cet enjeu-là. Voilà, donc là je vais faire très court, j'ai terminé. Donc à travers ça, je pense que nous pouvons imaginer, alors je reviens à ma première casquette professionnelle, imaginer monter un événementiel fin 2018 permettant de réunir déjà des experts à l'international sur Paris, à la capitale. J'en ai parlé avec Nicolas, donc il est tout à fait intéressé pour le moment. On est en train de voir pour monter un groupe de travail. Je pense que, d'après ce que j'ai vu, nous sommes suffisamment matures pour pouvoir apporter des données aux politiques, à d'autres experts dans d'autres secteurs de la recherche, au monde médical, pour leur montrer que l'équithérapie, ce n'est pas du bazar marginal au coin du feu, c'est vraiment quelque chose qui réunit suffisamment d'informations et d'éléments et qui mérite de converger à travers une réunion en France, pas que chez les anglophones, en France, pour pouvoir interpeller les autorités différentes sur les progrès, ses limites. Hein. Je veux dire, on n'est pas là pour dire qu'on a trouvé le Graal, mais en tout cas qu'il y a suffisamment de motifs pour avancer avec l'équithérapie. Ensuite de ça, je crois qu'il est incontournable, je vous le disais, de cofonder, je dis bien co à chaque fois, hein, c'est du collaboratif, une base de connaissances qui puisse être alimentée par les expériences des uns et des autres, et puis par toutes les recherches qui sont faites à travers le monde, et de monter nous aussi un observatoire en France qui pourrait non pas juger les personnes qui pratiquent l'équithérapie, mais au contraire rassembler les progrès et les limites, c'est très important encore une fois, qui sont source de progrès, de ces personnes qui pratiquent sur le terrain. Voilà, et là je crois qu'il y aura un vrai travail très intéressant à faire. Enfin, il faudrait évidemment être capable d'être entendu par les autorités politiques et notamment sanitaires. Écoutez, il me semble qu'il y a une actualité récente où il y a eu quelques changements au niveau de la France, au niveau politique. C'est peut-être l'occasion d'aller voir et d'aller rencontrer ceux qui vont s'installer à ce niveau-là et qui vont pouvoir nous entendre, en tout cas entendre les personnes qui se présenteront, pour pouvoir aller leur présenter les avancées qu'on puisse partager. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. La vision 2020, elle est représentée très très prétentieusement ici, mais pour ceux qui me connaissent, d'ailleurs personne dans la salle, mais quand même quelques-uns, il y a des choses qui peuvent être mises en place si on travaille de manière intelligente et collective. Ça ne reposera absolument pas sur mes épaules, je ne suis même pas sûr de pouvoir m'impliquer beaucoup, mais en tout cas je peux aider à co-construire ce type d'enjeu et voyez au final d'avoir du côté de la recherche des programmes, des étudiants, des doctorants qui puissent, au vu de ces données, se lancer et améliorer, enrichir tout ce qu'on peut apporter. Du côté des thérapeutes, avoir un encadrement, un diplôme et pouvoir se lancer aussi. Il y a une demande énorme. Je peux vous assurer, l'INA commence à être dépassée. Il y a une demande énorme dans ce domaine et c'est inquiétant. Parce que n'importe qui peut s'attribuer équithérapeute aujourd'hui et dire « je vais faire de l'équithérapie ». On a eu un article dans Nice Matin qui est paru récemment en lançant une campagne sur l'équithérapie, c'était de l'équitation adaptée. C'est pas la même chose, c'est très bien l'équitation adaptée, mais c'est pas de l'équithérapie. Donc il y a une grande confusion.
Voilà. Et du côté de la société civile, comme je viens de le dire, d'avoir une réponse à cette demande et d'apporter quelque chose de structuré. Voilà, merci pour votre attention, c'était très utile.